Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons rapidement présenter la recevabilité financière des initiatives parlementaires et plus particulièrement à l'Assemblée nationale. L'article 40 de la Constitution dispose que les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. En outre, l'article 47 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que, au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend s'agissant des amendements s'appliquant au crédit de la mission. Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient. Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables. Pour l'Assemblée nationale, l'article 89 décrit la recevabilité financière et dispose notamment que les dispositions de l'article 40 de la Constitution peuvent être opposées à tout moment aux propositions de loi et aux amendements, ainsi qu'aux modifications apportées par les commissions au texte dont elles sont saisies par le gouvernement ou par tout député. L'irrecevabilité est appréciée par le président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, ou un membre de son bureau désigné à cet effet. Sont opposables dans les mêmes conditions les dispositions des lois organiques relatives aux lois de finances ou aux lois de financement de la sécurité sociale. Au dépôt en commission, à l'Assemblée nationale, le contrôle de la recevabilité est exercé par le président de la commission concernée. Ce dernier peut décider de consulter le président de la commission des finances sur les amendements présentés. Et le président de la commission des finances, justement, ne rend qu'un avis qui est quand même dans les faits systématiquement suivi par la commission. Alors en séance publique, par contre, le contrôle de la recevabilité est exercé par le président de l'Assemblée nationale au moment du dépôt de l'amendement, mais il peut, dans les mêmes conditions, consulter le président de la commission des finances en cas de doute. Alors après le dépôt, le président de la commission des finances peut être saisi de manière expresse et à tout moment par tout député ou par le gouvernement sur la recevabilité financière d'un amendement ou d'une disposition adoptée par voie d'amendement. La recevabilité financière est l'une des principales restrictions à l'initiative des membres du Parlement. On constate ainsi, durant la 14e législature entre 2012 et 2017, un taux d'irrecevabilité moyen en séance publique de 4,7%, ainsi que 46 000 amendements renvoyés pour un examen de leur recevabilité financière, soit quand même presque 10 000 par an. La recevabilité financière des propositions de loi et des amendements est parfois subtile et les services de l'Assemblée nationale posent en général 5 questions pour déterminer si cette initiative est recevable. Première question, la disposition relève-t-elle du champ d'application de l'article 40 ? En ce qui concerne les notions de ressources publiques et de charges publiques, sont essentiellement concernées les administrations publiques au sens de la comptabilité nationale, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales, ainsi que la sécurité sociale et leurs opérateurs. Mais cette liste n'est pas limitative. Si on répond par l'affirmative à cette question, on bascule à la question 2, sinon, c'est recevable. Question numéro 2, la disposition va-t-elle au-delà du droit proposé et du droit existant ? La base de référence pour déterminer l'existence d'une charge ou d'une perte de recette est toujours celle qui est la plus favorable à l'amendement. Il en existe deux, le droit existant ou le droit proposé. Le droit existant est la base qui s'applique de manière générale et qui est constituée de l'ensemble des normes en vigueur. Mais il peut aussi être fait référence au droit proposé, qui est constitué de la réglementation envisagée. Bon, un petit exemple, si le gouvernement propose une charge de 30 € et que les parlementaires souhaitent l'amender à 20 €, en droit existant, on crée une charge de 20 € et donc c'est théoriquement irrecevable. Mais en droit proposé, on induit une moindre charge et c'est donc recevable. En tout état de cause, si on répond par l'affirmative à la question numéro 2, on bascule à la question numéro 3 ou la question numéro 4. Sinon, c'est tout à fait recevable. Question numéro 3, la disposition diminue-t-elle les ressources publiques ?
Alors on va réaliser ici une appréciation plutôt juridique de la perte de recettes, pas vraiment économique. Cette dernière doit être directe et certaine, mais peut aussi être aléatoire ou facultative. Alors à titre d'exemple, un remboursement d'impôt est une diminution de ressources publiques. Par contre, les pertes de recettes sont toujours recevables à condition d'être correctement gagées. Le gage doit ainsi être correctement affecté et être suffisant et consistant. Par ailleurs, le gouvernement peut décider à tout moment de lever le gage lors de l'adoption de l'amendement. Une fois encore, si on répond par l'affirmative à cette question numéro 3, eh bien c'est irrecevable, sinon c'est recevable. Question numéro 4, alternative à la question numéro 3. À l'inverse, et donc s'il ne s'agit pas d'une diminution de ressources publiques, la disposition crée-t-elle ou aggrave-t-elle une charge publique? Ici, l'irrecevabilité est automatique et incontournable dès lors qu'une charge publique est créée ou aggravée. Une création ou une aggravation de charge ne peut d'ailleurs pas être compensée par la réduction d'une autre charge publique ou par la création d'une recette additionnelle. Ce qu'on appelle les gages de charge, c'est une pratique admise uniquement de manière formelle pour le dépôt des propositions de loi, mais en tout état de cause, leur adoption serait inconstitutionnelle. Le Parlement ne peut ainsi créer, par exemple, une augmentation de recrutement dans une entité publique, mais peut par contre demander un rapport sur cette problématique. Si on répond par l'affirmative à la question numéro 4, c'est donc irrecevable. Sinon, logiquement, c'est recevable. À noter que la recevabilité des initiatives parlementaires doit respecter à la fois les dispositions constitutionnelles, on a vu aujourd'hui l'article 40 de la Constitution, mais aussi les dispositions organiques et en particulier celle de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, spécialement dans l'examen des projets de loi de finances justement. Et voilà, nous en avons terminé avec cette rapide vidéo sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires. Alors, rapide parce que c'est un sujet dense, mais effectivement une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parhayane.